Salut à tous, j'espère que vous allez tous bien. Nouvelle vidéo aujourd'hui, économie, donc toujours dans le cadre de l'intervention spéciale coronavirus. On essaye de tourner le plus régulièrement possible. Je vous rappelle que pendant toute la durée du confinement, l'ensemble de nos programmes de formation sont à moins 50%, donc c'est-à-dire l'ensemble des dossiers ECE, CS, ECT donc qui vous sont mis à disposition et qui sont des dossiers complets, par exemple en ESH, en géopolitique, etc. Tout ça, vous le trouverez dans la description pour en savoir plus. Donc cette vidéo, c'est simplement la première vidéo d'une série de 3 vidéos qui va concerner les accords de Bretton Woods et tout ce qui se passera sur le système monétaire international à partir de 1945. On a déjà fait une vidéo sur les talons or, une autre vidéo sur les taux de change flottants, donc là, c'est l'occasion de traiter de Bretton Woods. J'avais eu également des questions là-dessus, donc voilà, je vais pouvoir y répondre à travers cette vidéo. Donc dans cette première vidéo, on va notamment voir la mise en place des accords de Bretton Woods, donc une petite introduction, et le fonctionnement théorique de ces accords à compter, comme vous le savez, de l'année 1944. Dans une seconde vidéo, on va voir le fonctionnement pratique, comment est-ce que ça s'est passé véritablement, et on va voir également la chute et l'échec du système de Bretton Woods. Et enfin, dans une troisième vidéo, on va faire une synthèse un petit peu de cette série de 3 vidéos en tirant des conclusions sur ces accords-là, parce que comme vous le savez, tout système monétaire international peut être bien, peut être positif a priori. Donc le fait de tirer des conclusions sur cet épisode est extrêmement intéressant pour vos dissertations. Donc cette troisième vidéo, je pense, sera intéressante. Bien évidemment, l'intérêt de faire une série, c'est de regarder les 3 vidéos parce qu'elles se complètent. Et je pense que ça peut être extrêmement intéressant pour vous. Donc après le générique, on commence tout de suite avec la vidéo. Donc les accords de Bretton Woods ont eu lieu en juillet 1944, avant même la fin de la Seconde Guerre mondiale, donc ce qui est assez surprenant, mais en réalité les pays, et notamment les pays du bloc occidental, pensent déjà à l'après-guerre et comment est-ce que ça va se passer niveau monétaire. Parce que comme vous le savez, la crise de 1930 a eu des conséquences catastrophiques, donc les pays du monde veulent éviter l'échec et l'erreur qu'ils ont faite pendant la Première Guerre mondiale, c'est-à-dire de ne pas avoir un système monétaire qui tienne sur des institutions fortes, qui puissent justement soutenir le système et aider les économies et chacun des pays à tenir le système, parce que tout système de fixité nécessite des institutions pour tenir le système et aider les pays à tenir les fixités. Donc, ce qui va se passer avec les accords de Bretton Woods. Très concrètement, les accords de Bretton Woods sont issus de la conférence de Bretton Woods qui a lieu en juillet 1944 aux États-Unis. Cette conférence est lieu de confrontation idéologique entre 2 personnes, Harry White d'un côté, les ministres du Trésor public américain, et de l'autre côté, John Maynard Keynes, que vous connaissez tous. Donc ils ont 2 visions effectivement de ce système, de ce nouveau système qu'ils essayent de mettre en place. La vidéo de Keynes est beaucoup plus coopérative, c'est-à-dire qu'il opte pour une union internationale de clearing, c'est-à-dire que les pays qui sont excédentaires vont aider les pays qui ont des difficultés à tenir le système. Donc c'est extrêmement coopératif et trop coopératif pour les États-Unis, avec Harry White qui défend une position beaucoup moins coopérative, où il existerait un fonds de stabilisation qui aiderait les pays qui, au préalable, auraient cotisé à ce fonds-là. Bien évidemment, comme vous le savez peut-être, c'est Harry White qui va avoir le dernier mot. Et le système de Bretton Woods a beaucoup ressemblé à ce qu'il préconisait pendant cette conférence. Le système de Bretton Woods, comme tout système monétaire international, repose sur un certain nombre de principes, et notamment le principe de parité, c'est-à-dire que les devises du monde entier doivent avoir une certaine parité par rapport à quelque chose, et ce quelque chose, c'est l'or. Concrètement, seul le dollar aura une parité directe avec l'or et les autres pays doivent définir leur valeur, leur devise, la valeur de leur devise par rapport au dollar directement. C'est ce qu'on appelle la parité officielle. Pour maintenir cette parité et maintenir finalement le système, il existe et va être mise en place une institution, le FMI, qui est créé en 1945. Et cette institution a pour but justement de maintenir ce nouveau GES, donc GES Gold Exchange Standard. Très concrètement, le FMI sera géré par une administration et tous les pays du monde doivent maintenir leur devise et ne pas dépasser les 1% de fluctuation entre leur parité officielle. Donc il y a une marge de fluctuation qui est relativement faible parce que, comme vous le savez, la fixité sert à améliorer les relations et les flux d'échange entre les pays parce que les théories de l'époque et toujours ce qu'on pensait, c'est notamment le grand avantage de la fixité d'échange, c'est justement, comme on n'a pas beaucoup de variations entre les changes, les pays peuvent échanger plus facilement et n'ont pas de risque de change lié justement à la fluctuation des taux. Donc effectivement, le système de GES admet une marge de fluctuation qui est relativement restreinte, qui est de 1%. Seuls les États-Unis, comme je l'ai dit, aura une conversion directe avec l'or, une parité directe avec l'or, qui sera de 35 $ pour une once d'or. L'ensemble des pays du monde vont cotiser
au FMI à travers ce qu'on appelle des quotes-parts qui vont être réglés 25% en or à 75% en devise nationale. Le FMI peut libérer des prêts directement pour aider et soutenir les pays. Dans le système de Bretton Woods, ce sont aux pays de gérer de maintenir leur parité officielle par l'action de la Banque centrale de leur pays. C'est-à-dire que s'ils ont des difficultés pour maintenir leur parité, c'est peut-être qu'ils sont en dépréciation, en dévaluation. Et pour augmenter finalement le taux sur le marché monétaire, ils doivent artificiellement augmenter la valeur de leur monnaie, c'est-à-dire par des politiques notamment de restriction, de répression avec la hausse des taux d'intérêt qui fera remonter les taux. Donc c'est la Banque centrale également qui peut acheter des devises étrangères avec leur devise nationale pour faire augmenter ces taux artificiellement. C'est aux banques centrales véritablement de gérer à maintenir la fixité des changes. Le FMI, son rôle, c'est justement de les aider à faire cela en leur accordant des prêts et donc tout l'ensemble des pays cotisent, comme je viens de le dire, au Fonds monétaire international et le Fonds monétaire international peut libérer des prêts directement si le montant de ce prêt est inférieur à 25% de la quote-part des pays. Si un pays veut avoir un prêt qui soit supérieur à 25% de leur quote-part, ils sont soumis à un principe qu'on appelle le principe de conditionnalité qui les oblige à faire des politiques macroéconomiques de restructuration, ce qu'on appelle des politiques d'ajustement structurel, souvent des politiques très libérales pour justement les forcer justement à bien se conduire, avoir une inflation basse, augmenter les taux d'intérêt, etc. Donc des politiques d'austérité souvent, pour maximiser la stabilité du système. Et finalement, le FMI peut accorder des prêts jusqu'à 125% de la quote-part d'un pays. L'ensemble des pays cotisent au FMI et cette cotisation, cette quote-part, cette souscription, appelez-la comme vous voulez, elle est importante parce que ça détermine le droit de vote au FMI, parce que le FMI et les ambassadeurs du FMI se regroupent pour prendre les grandes orientations, les grandes décisions. Donc c'est important parce que plus le pays est puissant économiquement, plus il va devoir payer pour la souscription, parce qu'effectivement l'ensemble des pays ont des quotes-parts qui sont calculées à partir de leur puissance économique, et leur puissance économique définit leur droit de vote au Conseil. Donc voilà les principes un petit peu théoriques de Bretton Woods. On va revenir très prochainement avec une vidéo qui vous expliquera la mise en place empirique du système de Bretton Woods et la chute et l'échec en fait de ce système en expliquant le pourquoi du comment. Et comme je vous l'ai dit, une troisième vidéo que vous pouvez aller retrouver dans la playlist ou sur la chaîne qui tentera de faire une synthèse sur ces trois vidéos. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que vous l'avez aimée. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me dire des autres sujets de vidéos. Vous avez été beaucoup à me poser des questions sur la macroéconomie. Je vais essayer de faire une série de vidéos un petit peu comme celle-ci qui va traiter en profondeur la courbe d'ISLM notamment. Donc je vais essayer de m'engager pour vous pondre tout ça avant les concours, donc fin mai, comme vous le savez. Et voilà, d'ici là, j'espère que vous avez tout de même aimé cette vidéo. Comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas à cliquer sur le lien dans la description pour en savoir plus sur nos programmes, à partager, à liker cette vidéo si elle vous a plu. Je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao.